Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Élection du 24 mai prochain, convention de partenariat entre la Direction générale des élections, la société civile et les associations de presse et les médias de services publics pour la sensibilisation citoyenne, la mobilisation électorale et la préservation de la paix. Moins des droits des femmes à l'usine Tôle de Guinée, gestion de l'entreprise et pas une équipe entièrement féminine, des femmes à la manœuvre pour démontrer leur capacité à fédérer les équipes, diriger les opérations et s'imposer avec compétence dans le secteur industriel. Incendie de plantation à Kamsar dans le district de Toumbétaz. 11 hectares de palmiers, citronniers et anacardiers partis en fumée. Un exploitant désemparé lance un appel à solidarité pour relancer son rêve agricole. Merci de nous rejoindre dans cette édition que nous ouvrons sur une série de décrets. Décret D 2026-0050 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Dr Karamo Kaba est nommé gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 mars 2026, signé président de la République, Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0051 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Mohamed Lamine Conté est nommé premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0052 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Almami De Silla est nommé deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. À l'approche du double scrutin du 24 mai prochain, la Direction générale des élections renforce son dispositif de sensibilisation. L'institution vient de signer des conventions de partenariat avec des organisations de la société civile, des associations de presse et les médias de services publics. Cette démarche vise à mieux informer les citoyens sur les enjeux du processus électoral. Elle entend également encourager une participation responsable dans le calme et la discipline, une initiative qui s'inscrit dans la volonté de préserver la paix avant, pendant et après le scrutin. Amadou Touré, Abdulrazak Souma. Pour assurer une communication responsable, constructive et permettre une mobilisation des citoyens à faire les meilleurs choix lors des élections du 24 mai prochain, la Direction générale des élections DGE associe comme les précédents scrutins électoraux les associations de presse, les organisations de la société civile et les médias de service public. Ces conventions vont nous amener jusqu'à l'organisation des élections sénatoriales. Ils vont s'impliquer dans la communication électorale, dans l'information, la sensibilisation et la mobilisation sociale. Parce que nous sommes dans les élections de proximité et nous avons 3 scrutins à dérouler le même jour. C'est important
que nous travaillons comme nous l'avons fait par le passé avec l'ensemble des plateformes pour une question d'inclusivité. Il faut féliciter la DGE, le fait de rendre ce processus un processus participatif et un processus inclusif. Donc la société civile dans l'unisson va contribuer, n'est-ce pas, à apporter sa contribution afin de rendre ce processus apaisé. Dans le même sillage, la Direction générale des élections, dans l'ambition de conférer aux élections régionales et sénatoriales tout le succès escompté, a scellé un partenariat avec la Direction nationale des collectivités locales, tutelle des communes en Guinée. Nous œuvrons ensemble vers un objectif commun. C'est celui de la poursuite de la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Voilà ce qui nous anime à nous inscrire dans la vision du chef de l'État qui place la décentralisation au cœur de ce premier mandat. Pendant ce temps, à un peu plus de 2 mois de ce rendez-vous électoral, la DGE lance les opérations d'acheminement des matériels électoraux pour être dans le délai et éviter les improvisations, selon les responsables de l'institution. La session de remise à niveau des contrôleurs financiers a pris fin après 5 jours de formation. Ces acteurs de la chaîne financière de l'État ont renforcé leurs compétences en matière de contrôle des dépenses d'investissement, une initiative visant à améliorer la qualité de la dépense publique et à renforcer la transparence dans l'exécution des projets de développement. Le point avec Mamadi Gassama. 5 jours ont permis aux contrôleurs financiers de passer au peigne fin l'ensemble des outils permettant d'assurer une meilleure traçabilité des ressources liées aux dépenses d'investissement. Je voudrais ici rappeler qu'on ne peut pas parler de développement économique et social sans investissement. Alors maintenant que vous avez de nouvelles armes, de nouvelles connaissances, je vous le dis, ne le gardez pas pour vous. Partez, allez dans vos services et soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de ce que vous avez appris. Formez vos collègues, sémez cette culture de la rigueur. C'est comme ça que nous gagnerons tous. Et c'est comme ça que nous relèverons le défi de développement. Une initiative du programme cadre de renforcement des capacités du ministère de l'économie, des finances et du budget, appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif étant de renforcer les compétences des agents de corps de contrôle, ce en vue d'assurer une utilisation rationnelle des fonds publics. Il avait pour objectif de renforcer les capacités techniques des contrôleurs financiers et cadres de la direction, de partager les bonnes pratiques et d'harmoniser les méthodes de contrôle appliquées dans les différentes structures de l'administration publique. Durant ces journées de travail, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées. Le PNUD formule ses vœux que les acquis de cette formation soient rapidement traduits en pratiques professionnelles, contribuant ainsi à une gestion plus efficace, plus crédible et plus orientée vers les résultats des finances publiques. À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer la gouvernance financière et promouvoir davantage la transparence dans la gestion des ressources publiques. Et puis, le Conseil national de la transition et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique renforcent leur coopération. Les 2 institutions ont signé une convention cadre de partenariat qui vise à rapprocher le CIFORP et le CEDUS. L'ambition est de mutualiser les efforts en matière de recherche, de formation et de documentation pour soutenir l'excellence et la gouvernance institutionnelle. Mounir Bari nous signe ce reportage. Cette convention cadre de partenariat ouvre des perspectives importantes de collaboration, notamment dans le domaine de la modernisation du système documentaire ou encore de la digitalisation des archives parlementaires et institutionnelles. La vision qui a été tracée par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui dans ses orientations stratégiques a mis un accent particulier sur la nécessité pour les centres de recherche, pour les centres de documentation et d'information, de mettre un accent particulier sur les partenariats. C'est dans ce cadre que le CEDUS s'est engagé avec CERPOF
CERFOP pour la signature de cette convention cadre qui marque une étape importante dans la mise en œuvre de notre vision commune. Le Centre d'études, de recherche, de formation parlementaire et le Centre de documentation universitaire, scientifique et technique sont dans une dynamique de mutualisation d'expertise. La démarche consiste à renforcer les capacités techniques du personnel parlementaire et de l'enseignement supérieur afin de promouvoir un accès structuré à l'information et à la documentation. Dans le cadre de la mise en œuvre du PAERF, nous avons préconisé signer des partenariats avec beaucoup d'institutions au niveau bilatéral, au niveau multilatéral, au niveau des grandes institutions d'études et de recherche. À travers cette signature des conventions cadres du partenariat, les deux institutions travaillent en synergie d'action pour renforcer l'excellence dans le domaine de la documentation. Nous avons beaucoup d'espoir que ce partenariat qui vient d'être scellé entre ces deux institutions va conduire à produire les résultats durables. Au terme de cette rencontre, le département en charge de l'enseignement supérieur et les cadres parlementaires réaffirment leur engagement à pérenniser ce partenariat en vue de sécuriser et de valoriser le patrimoine documentaire de la République de Guinée. Et puis ce communiqué du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, conformément aux dispositions du décret D 2022-0526 PRG, CNRD SGG du 2 novembre 2022 modifiant le décret D 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 16 mars 2026, lendemain de la nuit de l'Aïd-el-Toul cadre, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne nuit de prière à tous les fidèles musulmans de Guinée, signé Mori Kondé. À Lomé, le Parlement de la CEDEAO se penche sur les défis de l'éducation dans la sous-région. Les parlementaires examinent les pistes permettant d'adapter les programmes d'études aux réalités socio-économiques des États membres face notamment au chômage des jeunes. Envoyé spécial Abdoulaye Diallo. Adapter l'éducation aux réalités économiques de l'Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif de cette réunion du Parlement de la CEDEAO tenue à Lomé. Pendant plusieurs jours, députés, experts en éducation et responsables institutionnels devront débattre des stratégies à mettre en place pour moderniser les systèmes éducatifs de la sous-région. Au cœur des discussions, la nécessité d'orienter les programmes d'études vers des compétences pratiques en lien avec les secteurs porteurs tels que l'agriculture, les technologies, l'innovation et l'entrepreneuriat. Selon l'Organisation internationale du travail, près d'un jeune sur 3 en Afrique de l'Ouest se trouve en situation de chômage, de sous-emploi ou d'inactivité contrainte. Parallèlement, la Banque mondiale indique que plus de 60% des entreprises en Afrique subsaharienne rencontrent des difficultés à recruter des travailleurs possédant les compétences requises. Il révèle que de nombreux diplômes peinent encore à s'insérer sur le marché du travail, faute d'une formation adaptée aux besoins des économies nationales et régionales. Pour y remédier, les parlementaires recommandent notamment de renforcer la formation technique et professionnelle, d'encourager l'innovation éducative et d'intégrer davantage les technologies numériques dans l'enseignement. Nous devons aligner nos programmes éducatifs sur les réalités socio-économiques. Cela implique d'anticiper les besoins en compétences, de promouvoir l'innovation et l'adaptabilité et de renforcer l'enseignement technique et professionnel. C'est une priorité pour réduire le chômage des jeunes et transformer notre potentiel démographique en véritable dividende économique. À l'issue de cette rencontre, des recommandations devraient être adressées aux États membres afin d'encourager des réformes éducatives alignées sur les réalités du marché du travail et sur les priorités de développement de l'Afrique de l'Ouest.
La Guinée a l'honneur à la convention minière PEDAC 2026 à Toronto. Au Canada, le pays a été choisi pour ouvrir la conférence francophone avec une présentation consacrée au programme stratégique Simandou 2040, un exercice assuré par le directeur général du Centre de promotion et de développement minier, mettant en lumière le rôle croissant de la Guinée dans l'industrie minière mondiale. De retour de Toronto, Saha Martin, Fansinadono. Devant un parterre d'investisseurs, d'experts, des décideurs africains et canadiens du secteur extractif, la délégation guinéenne a marqué les esprits en intervenant en première position. La voix du pays est portée par le directeur général du Centre de promotion et de développement minier CPDM. Dans une salle comble, Alseni Bangoura présente la vision stratégique des autorités du pays pour la valorisation du gigantesque gisement de fer de Simandou, transformé en programme Simandou 2040. Un des défis à relever, c'est la diversification de la production minière. On n'est pas seulement sur la bauxite, comme reconnu mondialement, mais on veut être dans le fer, l'or et tant d'autres. On ne peut pas être dépendante d'une seule matière. Il y a aussi la transformation locale des produits miniers, d'où le passé de l'exploitation des produits bruts à des transformations locales pour avoir la valeur ajoutée. Pendant le forum, le secrétaire d'État Sarai a annoncé, au nom de la ministre des Affaires étrangères canadienne, un financement de 8,1 millions de dollars. Une nouvelle relayée à cette rencontre par l'honorable Hirer O'Toole, président et directeur général de Edith nord-américain pour le Canada, pour 3 initiatives menées par le Canada visant à soutenir des projets miniers artisanaux et à petite échelle en Afrique subsaharienne, dont la Guinée et le Sénégal sont des bénéficiaires. Le phase economic diplomacy, les investissements pour l'aide, les investissements pour le commerce international, utiliser les FIPA, les accords avec les pays pour améliorer le commerce et les relations. Dans un réceptif de Toronto, des promoteurs miniers et les investisseurs mondiaux se relaient. Jusqu'au stand de la Guinée, les investisseurs défilent. Le but de la rencontre, c'était de nous rassurer sur les délais qui sont en cours actuellement, sur la question de l'attribution de nos permis dans le secteur de Diadakoro. On sent qu'il y a un bon climat, là, les choses sont sur la bonne voie. Ça, c'est l'opportunité pour venir investir en Guinée. Vraiment, on veut rentrer en Guinée pour venir faire quelque chose. On veut cesser l'opportunité dans le mine. Mais disons que s'il y a des autres opportunités comme agriculture, mais notre focus, c'est le mine. Entre présentation stratégique du programme Simandou 2040, rencontre d'affaires et forte visibilité au stand national, la délégation guinéenne repart de Toronto avec des perspectives de coopération et d'investissement prometteuses pour l'avenir du secteur minier guinéen. Retour en Guinée pour mieux identifier les engins roulants et renforcer la sécurité routière. Le ministère des Transports a lancé le projet Primos Arrivant, dédié à l'enregistrement provisoire des engins motorisés importés par voie maritime ou terrestre. L'opération permettra de délivrer une attestation provisoire d'enregistrement afin d'améliorer la traçabilité des véhicules et lutter contre la fraude. Abraham Christophe Conté, reportage. C'est compte tenu de l'augmentation rapide du nombre d'engins motorisés en circulation que les autorités entendent désormais organiser et contrôler le parc automobile national. Ce projet d'enregistrement des engins motorisés dans une base de données appelée Primo Arrivat s'inscrit dans ce registre. Il permet de délivrer une attestation d'enregistrement provisoire aux engins roulants motorisés importés dans le pays, qu'ils soient utilisés à titre privé ou pour le transport public. Cet ambitieux projet est initié par le ministère des Transports en collaboration avec la DNTT, piloté par DSD Guinée. Nous avons depuis 2021 un système de matriculation numérisé et qui nous permet d'avoir une base de données fiable au jour d'aujourd'hui sur tout le parc roulant. Mais
à côté du parc roulant, vous avez aussi des véhicules qui ne sont pas encore enregistrés dans cette base de données. C'est par exemple les véhicules qui sont dans les parcs, qui vont en transit pour d'autres pays. Donc l'objectif de ce projet, c'est de faire en sorte que tous les véhicules qui rentrent sur le territoire guinéen soient d'abord enregistrés provisoirement dans une base de données. Et lorsque ces véhicules sont destinés pour l'étranger, qu'à la sortie, qu'on puisse savoir que ces véhicules sont rentrés et sont aussi sortis. Cette visite guidée du parcours client permet de connaître le déroulement des opérations d'enregistrement. Elle devrait également orienter les clients à mieux connaître le circuit d'enregistrement du document des engins motorisés. L'opération s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système de transport et de sécurisation des usagers de la route. Ce dispositif est un peu mis en place pour que, au moins, la pratique de la circulation routière soit en adéquation avec la réglementation du code de la route. La phase pilote de ce projet va se dérouler pour un premier temps ici à Conakry. Puis, elle va s'étendre progressivement sur l'ensemble des régions administratives du pays. Pour rehausser le niveau des apprenants, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle multiplie les initiatives en faveur des élèves en difficulté d'apprentissage. À Koya, la Direction nationale de l'enseignement fondamental a lancé une session de formation destinée à renforcer les compétences de base, notamment la lecture, l'écriture et le calcul. Abdul Aziz Baldé pour en savoir davantage. Suite à la crise mondiale d'apprentissage liée au Covid-19, plusieurs dispositions ont été prises par les acteurs de l'éducation pour combler le vide, parmi lesquelles la formation des acteurs pour l'extension du programme d'amélioration des compétences fondamentales. En Guinée, les autorités éducatives multiplient les approches pour booster la qualité de l'enseignement-apprentissage et renforcer la compétence des bases, notamment en français et mathématiques. Les résultats du PASSEC 2019 ont révélé une situation préoccupante quant au niveau des apprentissages des élèves du primaire en Guinée. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale a engagé des actions fortes et a sollicité l'accompagnement de ses partenaires afin d'inverser cette tendance et améliorer la qualité des apprentissages dans nos écoles. C'est la première fois que je participe à cette activité qui est la PAC. Je sais que d'autres enseignants ont déjà commencé à pratiquer ça dans leur localité et j'aimerais que ça se passe encore dans notre localité qui est Forikaria. Ce vendredi, la préfecture de Koya abrite le lancement des travaux et regroupe les directeurs et les délégués scolaires des préfectures de Dubreka et de Forikaria. L'ambition pour le ministère en charge de l'éducation est de rehausser le niveau des apprenants, mais aussi le niveau des enseignants. Les résultats que nous enregistrons chaque fin d'année aux examens nationaux, ces résultats sont en dessous de l'attente du système. Raison pour laquelle cette approche a été mise sur pied pour la prise en charge des enfants en difficulté d'apprentissage. Et quand vous faites l'évaluation du CE, nous voyons que ces écoles qui sont en expérimentation, les admis sont encore plus élevés. Ça veut dire que cette méthode-là est une très bonne méthode qui donne. Et aujourd'hui, nous sommes très contents que cette méthode soit élargie. Cette initiative de remise à niveau sur l'amélioration des compétences fondamentales est soutenue par l'UNICEF et située simultanément dans 6 autres localités du pays, notamment Bofa, Koya, Télimile, Dongol Sigonda Mali, Sigiri et Beila. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué conjoint ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ministère des mines et de la géologie, ministère de l'environnement et du développement durable relatif à l'interdiction formelle d'utilisation des machines Poquelin dans les activités d'exploitation artisanale de l'or. Dans le cadre de la protection de l'environnement, des personnes et des biens, conformément à la politique de formalisation de l'exploitation minière artisanale et de ses textes d'application, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministère des mines et de la géologie et le ministère de l'environnement et du développement durable informent l'ensemble des acteurs de l'interdiction formelle de l'utilisation des engins lourds, notamment les Poquelins, bulldozers,
tractopelles et autres engins mécaniques similaires dans les sites dédiés à l'exploitation minière artisanale. La présente mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement de limiter la dégradation de l'environnement, terres, cours d'eau et écosystèmes, prévenir les risques d'accidents entraînant des cas de mort, lutter contre l'exploitation minière illégale et le non-respect des normes environnementales et protéger les communautés locales. Ainsi, à compter de la date de publication du présent communiqué, tout engin lourd trouvé sur un site d'exploitation minière artisanale sera définitivement saisi par les autorités compétentes. Les contrevenants s'exposeront à des poursuites judiciaires pouvant aboutir à des condamnations et des sanctions financières. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités locales et les forces de défense et de sécurité sont chargés de l'application stricte de cette mesure. Les ministres en charge de l'administration du territoire, des mines et de l'environnement invitent l'ensemble des acteurs du secteur minier, les organisations professionnelles, les groupements d'intérêt économique, les coopératives et les compagnies minières à collaborer activement pour garantir le respect de cette réglementation et préserver les intérêts nationaux. Conakry, le 13 mars 2026, ont signé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Khalil Condé, ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Silla, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Djami Diallo. À Mamou, les acteurs du monde rural se familiarisent avec la digitalisation du conseil agricole dans le cadre du projet Agriculture familiale, résilience et marché AgriFarm, une initiative portée par l'Amproca fait pour renforcer l'accompagnement des producteurs. L'objectif est d'intégrer les technologies numériques dans la vulgarisation agricole afin d'améliorer l'adoption des bonnes pratiques par les agriculteurs. Mamadou Paté-Baldé, RTG Mamou. En Guinée, le ministère de l'Agriculture est à pied d'œuvre pour instaurer un système de digitalisation dans le conseil agricole à travers le projet AgriFarm. Dans ce élan, l'Agence nationale de promotion du conseil agricole de la formation entrepreneuriale Amprocaf tente d'initier les acteurs du monde rural des régions de la Haute et de la Moyenne Guinée à l'utilisation de cette nouvelle technologie. Les questions vraiment de vulgariser le digital parmi les conseillers agricoles, de leur montrer l'impact de l'utilisation des GPS par exemple pour délimiter les parcelles, l'utilisation des drones agricoles que nous allons faire décoller ici aussi pour qu'ils comprennent l'impact de ces outils, des tablettes aussi distribuées dans le cadre d'AgriFarm aussi pour qu'ils puissent utiliser ces outils afin d'optimiser tout ce qu'ils font. Appuyé par l'unité de gestion et coordination du projet agriculture familiale, résilience et marché, l'objectif est de mettre en place des plateformes électroniques et l'utilisation des GPS ainsi que des tablettes et des drones agricoles, la collecte numérique des données agricoles et d'aider les producteurs à moderniser le système de vulgarisation agricole à travers des technologies numériques. On ne pouvait pas faire à la main. Par exemple, s'il y a plus de 10 hectares, là, si c'est à la main, on peut en faire là-bas des semaines. Mais si c'est avec les drones, là, c'est des heures qu'on fait. Ça réduit en temps et puis ça réduit la main-d'œuvre aussi. Sur le terrain, nous allons utiliser les tablettes pour la mise en œuvre, la remontée des données, comme par exemple les superficies emblavées, les types de cultures utilisées dans notre périmètre. À travers cette initiative, l'Amprocaf et le projet AgriFarm entendent renforcer le dispositif des conseillers agricoles et améliorer l'accompagnement des producteurs des zones d'intervention du projet à accroître la production et la productivité en vue d'améliorer le rendement à l'hectare. Et toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre du projet Réseau Stabilité et Cohésion, 38 officiers gendarmes ont pris part à une session de renforcement de capacité. Pendant plusieurs jours, ils ont acquis des outils pédagogiques destinés à améliorer la transmission des bonnes pratiques professionnelles conformément aux orientations de la haute hiérarchie militaire. Adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondant de la presse militaire.
L'école des officiers de la gendarmerie nationale de Sonfonia poursuit son programme de renforcement de capacités professionnelles de ses hommes. Ce matin, elle clôture une série de formations des officiers instructeurs gendarmes dans le cadre du projet Résilience et stabilité des régions frontalières. Ce renforcement de compétences est initié par le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, en synergie avec les partenaires étrangers. 38 officiers gendarmes ont durant 2 semaines bénéficié des modules de formation sur l'appropriation territoriale, la police judiciaire et l'intervention professionnelle, sanctionnés par la remise des satisfecits. Cette formation nous a permis de mieux appréhender notre rôle dans la coproduction de la sécurité aux côtés des autorités locales, de la société civile, des femmes et des jeunes, particulièrement dans les zones frontalières sensibles comme Mali et Sigiri. Elle nous rappelle que la stabilité durable repose autant sur la compétence opérationnelle que sur la confiance des populations et le respect des droits humains. Cette session de formation illustre la volonté affichée de la hiérarchie militaire de contribuer à la stabilité dans les préfectures frontalières tout en renforçant la sécurité intérieure. Le succès de ces formations est le résultat d'une franche collaboration entre notre organisation et les autorités de la République de Guinée, à travers le haut commandement de la gendarmerie nationale, et repose sur une conviction partagée. La stabilité des zones frontalières nécessite une présence renforcée des forces de sécurité dans une démarche partenariale et de confiance avec les populations. Constatant la qualité de mon auditoire, de partager mon expérience en police judiciaire en insistant sur la dimension humaine de notre mission et plus particulièrement illustrer cette dimension en abordant une exigeante méthode de raisonnement judiciaire, mais surtout une méthode d'audition et d'interrogatoire exclusivement fondée sur l'humain et les sciences humaines. Le général de brigade Mohamed Silla, haut commandant en second de la gendarmerie nationale, salue la qualité de la formation reçue conformément aux orientations de la chaîne de commandement. Au nom de Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je suis particulièrement fier des résultats obtenus. Convaincu de la sécurité qui se construit dans l'Union, nous devons désormais continuer à bâtir une gendarmerie plus proche et plus engagée pour répondre pleinement aux attentes légitimes de nos populations en matière d'écoute, de protection, de respect, de rigueur et d'efficacité. Au regard de son expertise, la gendarmerie nationale se positionne comme l'un des piliers essentiels de la sécurité et de la stabilité nationale. Poursuite du contrôle des prix plafonds des denrées de première nécessité, la ministre de l'Industrie et du Commerce est sur le terrain à Kindia avec ses équipes techniques et la Chambre de commerce. Des visites ont été effectuées dans les magasins, les chambres froides et auprès des étalagistes pour vérifier l'application de l'accord tripartite sur les prix. Abdul Karim Kamara. Pas de répit dans le contrôle des prix plafonds des denrées de grande consommation. Ici à Kindia, la ministre de l'Industrie et du Commerce est tout d'abord reçue par la notabilité. Celle-ci est imprégnée par le bien fondé de sa visite dans la ville des agrumes. La délégation est ensuite accueillie au grand marché de Kindia. Chaque acteur du marché est sensibilisé sur le respect des prix, suivi d'un contrôle dans les magasins, les chambres froides, sans oublier de conférer avec les femmes étalagistes. Au début de Ramadan, la direction du commerce avait envoyé le protocole des prix, ce qu'on doit respecter. Le prix des détaillants est toujours en bas de que l'État a confirmé et déclaré pour vendre. En même temps, le prix, c'est qu'on donne en gros. Ça peut être un prix qui permet aux commerçants de prendre avec nous et vendre à un prix aussi détaillant équivalent à notre prix. Nous avons accompagné le gouvernement pour le respect des prix et des normes. Nous avons sensibilisé l'ensemble de nos opérateurs économiques, surtout les vendeurs de denrées de première nécessité. Partout, la mission conjointe accompagnée de la Chambre de commerce se livre à son rituel de contrôle. L'IGNM s'assure du contenu net des prix emballés. Le NCQ s'assure de la conformité des normes de qualité et d'hygiène. Et toutes les questions liées au respect des prix sont débattues avec insistance. Avec l'expertise des équipes des différentes directions, les prix sont respectés au niveau de Kindia.
En termes de qualité aussi, nous avons eu à constater par endroits qu'il y a certaines dispositions à prendre pour pouvoir respecter en termes de conservation les produits qui sont mis sur le marché. Donc nos équipes vont poursuivre techniquement la mise en œuvre pour que cela puisse se faire respecter. En termes de poids et mesure, nous avons eu à contrôler les poids des différents produits qui sont mis à disposition. Au cours des échanges, le ministère ne manque pas de communiquer le 142 comme numéro vert pour dénoncer. Et depuis plus de 2 semaines, les agents assermentés de la Direction nationale du commerce intérieur sillonnent les marchés de Kindia afin de traquer les velléités visant à saper l'esprit du protocole sur les prix des denrées de première nécessité. Un détour dans la région de Zérékoré, le programme alimentaire mondial, en partenariat avec le gouvernement guinéen et avec l'appui de la Chine, déploie une opération de distribution de vivres au profit des populations vulnérables, mise en œuvre par l'OCPH et le CEAD. L'initiative vise à soutenir des milliers de ménages dans le sud du pays. Mamadou Saliopaye. Ce geste humanitaire, fruit de la coopération entre les gouvernements guinéens et chinois et le PAM, Programme alimentaire mondial, vise à renforcer la réponse d'urgence face aux besoins alimentaires des populations les plus fragiles de la Guinée forestière. Mise en œuvre par l'OCPH, au total, 999 709 tonnes de vivres seront distribuées à 4 646 ménages vulnérables dans la région de Zérékoré. Cette assistance du gouvernement de la Chine vient à point nommé. Il aide à renforcer les efforts du PAM et du gouvernement guinéen pour répondre aux besoins urgents des populations les plus vulnérables, tout en posant les bases d'une réponse durable et résiliente. Grâce à cette contribution, nous allons distribuer des produits nutritionnels spécialisés et mettre en œuvre les activités de sensibilisation nutritionnelle au sein des communautés. La commune rurale de Bounouma, dans la préfecture de Zérékoré, a abrité le lancement officiel de cette opération de distribution. Elle s'est déroulée en présence des autorités administratives et locales, ainsi que des partenaires techniques et financiers engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Pour contribuer à l'amélioration des conditions alimentaires, nutritionnelles et sanitaires des communautés les plus vulnérables, le Programme alimentaire mondial, à travers ses partenaires financiers, l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement et le gouvernement japonais, a initié un projet d'urgence d'aide alimentaire aux communautés de notre région, composé de riz, huile, légumineuses, sel, super céréales et plombidose. Aux bénéficiaires, je vous encourage à utiliser cette assistance de manière responsable pour améliorer la sécurité alimentaire de vos familles en ce mois saint de juin musulman et le carême chrétien. À travers cette opération, le gouvernement guinéen et ses partenaires entendent apporter un soulagement immédiat aux populations les plus vulnérables, tout en poursuivant les efforts pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région forestière. Autre sujet d'actualité, dans le cadre du mois de la femme, les membres du Cercle des femmes ingénieures et techniciennes de Guinée, CEFIG, ont effectué une visite aux centrales hydroélectriques de Kaleta et Swapiti, une immersion destinée à découvrir ces infrastructures réalisées dans le cadre de la coopération sino-guinéenne, aujourd'hui source de satisfaction pour de nombreux visiteurs. Nabi Kamara. Le Cercle des femmes ingénieures et techniciennes de Guinée, évoluant dans le secteur de l'énergie sur les sites des centrales hydroélectriques de Kaleta et Swapiti. C'est pour voir les équipements de ces installations et leur fonctionnement dans la fourniture de l'énergie électrique. Une initiative qui vise à renforcer la capacité des membres de ce cercle dans leurs spécialités respectives, notamment celle de la réalisation des barrages hydroélectriques. Le Cercle des femmes ingénieures a décidé de faire une visite sur les 2 barrages Swapiti Kaleta. Ça fait partie du renforcement des capacités des jeunes dames techniciennes et ingénieurs. Puisque moi-même j'ai évolué ici, j'ai fait 4 ans pendant la construction de Swapiti. J'étais la seule femme ici, de l'excavation jusqu'à la réception provisoire, j'étais là. Et donc, ce que moi j'ai appris, j'ai voulu partager avec d'autres femmes qui sont venues avec moi. Ça a été une très belle formation pour nous, parce que c'est vrai que nous sommes dans le domaine
mais il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Par exemple, il y a les conduites forcées, c'est des termes techniques qu'on ne connaissait pas. Cette visite de terrain a été précédée par une rencontre de ces femmes ingénieurs autour d'un thème qui a porté sur l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Celles qui n'ont pas pu venir, je les invite à s'intéresser à l'IA. On ne peut pas être performant aujourd'hui sans l'IA. C'est un outil qui nous permet de gagner en temps, un outil qui permet de rendre une bonne qualité de travail dans ce que nous faisons, mais aussi ça permet de gagner en leadership dans notre équipe. IA est devenue une plaque tournante au niveau mondial. Sans IA, on ne peut pas travailler. Donc, il faut tout faire pour s'adapter sur IA. Le Cercle des femmes ingénieurs de Guinée, CEFIG, est une initiative de la Banque mondiale qui vise à booster cette couche dans le secteur de l'énergie. Créé en 2024, le CEFIG compte à ce jour une centaine de membres. Parlons encore de cette promotion du leadership féminin dans le secteur industriel. À l'occasion du mois de mars consacré aux droits des femmes, l'usine Tôle de Guinée confie symboliquement la gestion de l'entreprise à une équipe entièrement féminine. Une initiative destinée à valoriser les compétences des femmes et à encourager leur autonomisation. Makemedozo. Dans le vacarme des machines et l'effervescence des ateliers de production, une nouvelle dynamique se fait sentir à l'usine Tôle de Guinée. Depuis le début du mois de mars, la gestion de l'entreprise est assurée par une jeune féminine. De l'administration à la confection des tôles, en passant par la logistique et la commercialisation, les femmes occupent désormais tous les postes de responsabilité. Une initiative du PDG de l'entreprise qui entend, à travers ce geste symbolique, accompagner les femmes dans leur combat pour l'autonomisation et l'égalité des chances dans le monde professionnel. Le fait que la direction de ITG emploie beaucoup de femmes est une avancée significative dans la lutte contre le stéréotype de genre dans le milieu du travail. Historiquement, les femmes ont été exclues de certains secteurs considérés comme masculins. Voir des femmes travailler dans des postes techniques ou de production, souvent associés à la force physique, est un excellent moyen de montrer que les compétences et l'engagement ne sont pas déterminés par le sexe. Dans ce secteur, souvent dominé par les hommes, ces femmes relèvent le défi avec détermination et professionnalisme. Elles coordonnent la production, supervisent les équipes et assurent la continuité des activités de l'entreprise. C'est un rappel, je donne courage à toutes les femmes d'être responsables, de se battre, se lever, chercher. Tant qu'on peut, il faut chercher, tant que tu peux. Pour les employés, cette initiative représente également une source de motivation et de reconnaissance. Elle rappelle que l'autonomisation des femmes passe aussi par leur intégration et leur valorisation dans tous les secteurs d'activité, y compris l'industrie. La femme déjà a droit en priorité à la protection. Actuellement, nous faisons face à beaucoup de féminicides, des violences faites aux femmes. Nous avons droit à la sécurité, à la protection. En confiant les rênes de l'entreprise aux femmes, pendant ce mois symbolique, l'usine Tôle de Guinée envoie un message fort, celui d'un avenir où les femmes occupent pleinement leur place dans le développement économique et industriel du pays. À la page santé, un accompagnement pour renforcer le système de santé guinéen. Le ministère de tutelle a reçu un lot d'équipements médicaux dans le cadre d'un appui de l'organisation humanitaire Médecins sans frontières Belgique. Estimé à 107 000 €, ce matériel vise à améliorer la qualité des soins, notamment pour les nouveau-nés et les patients les plus vulnérables. Les équipements ont été réceptionnés à la pharmacie centrale de Guinée avant leur acheminement vers les structures sanitaires. Adjatou Bari pour les détails. Dans ces cartons se trouvent des équipements de réanimation néonatale, balance pédiatrique, matériel de laboratoire et instruments chirurgicaux. Le lot remis est varié. À cela s'ajoutent plusieurs consommables essentiels destinés à renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les structures sanitaires.
Un appui qui traduit l'engagement constant de Médecins sans frontières aux côtés des autorités sanitaires dans l'amélioration de l'offre de soins et la réduction de la mortalité, notamment chez les mères et les enfants. Médecins sans frontières avait une quantité de matériel qu'on pouvait mettre à disposition des structures hospitalières qui sont en contact directement avec la population, pour qui ce matériel était très pertinent, que ce soit dans les blocs opératoires, la chirurgie, que ce soit dans les maternités. Mais c'est vraiment la nature de la relation, de la bonne collaboration avec le ministère de la Santé, les progrès qui ont été faits récemment, qui motivent aussi ce don. Les équipements seront progressivement déployés selon les besoins dans les structures sanitaires afin de renforcer les capacités des équipes médicales sur le terrain. Nous les remercions avec tout le cœur et nous avons la ferme conviction que ce matériel va être utilisé dans les meilleures conditions par nos structures hospitalières. Ce matériel va concerner pratiquement tout le niveau national. Pour charger des équipements au sein de ces structures sanitaires qui veilleront sur son bon emploi. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème pour que aucun sou ne soit soustrait pour être utilisé ailleurs. La remise officielle de ce matériel marque ainsi une nouvelle étape dans la coopération entre les autorités sanitaires guinéennes et leurs partenaires Médecins sans frontières engagés dans l'amélioration des services de santé à travers le pays. Dans un autre registre, à Maférian, centre 2, dans la préfecture de Forikaria, enseignants et élèves de l'école primaire ont bénéficié de vivres et de denrées de première nécessité. Un geste de Baou Ressources West Africa, inscrit dans sa politique de responsabilité sociale en ce mois de Ramadan qui coïncide avec le carême chrétien. Falilou Diallo, Abdullah Karifa Keita. Coforge with Baou, c'est la vision qui anime cette entreprise dans ses actions humanitaires. À l'école primaire de Maféria Centre 2, des vivres sont offerts aux enseignants et élèves de cette concession scolaire. L'idée de soulager le panier de la ménagère en cette période de Ramadan qui coïncide avec le carême. Depuis la mise en œuvre du méga projet Simandou 2040, nous savons combien de fois votre compagnie investit dans la formation du capital humain pour le développement d'un pays. Nous en sommes reconnaissants et conscients de la portée de ce geste qui, pour nous, est une première pour cette école. Et cela restera gravé dans l'histoire pour les générations futures. Mafrenia a toujours été une priorité dans nos efforts de développement socio-économique. Les transformations en cours dans la communauté en témoignent déjà. L'année dernière, la construction de la route communautaire a amélioré la mobilité et facilité l'accès aux services essentiels. Toutefois, nous savons que le chemin vers le développement est encore long et qu'il y a encore de nombreux défis à relever. Baou accorde une importance capitale au bien-être des enfants, un des piliers essentiels du programme Simandou 2040. L'éducation et la réussite commencent par de bonnes conditions de vie et d'apprentissage. Nous remercions la société Baou. C'est pas ce qui est venu qui est important, mais c'est la façon de donner et la manière de donner aussi. Nous lui disons vraiment un grand merci. Déjà, plusieurs projets de développement à la base ont été entrepris dans cette localité, notamment la route communautaire pour faciliter la mobilité des populations locales. Les travaux de construction des salles de classe et la clôture de l'école primaire du centre 2 sont annoncés dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage. Un mot de sport dans cette édition, la technologie VAR désormais au cœur du renforcement des capacités des arbitres guinéens. À Conakry, 26 arbitres, dont 5 femmes, viennent de boucler une formation pratique encadrée par des experts de la CAF. Pendant plusieurs jours, et ces officiels se sont familiarisés avec les outils professionnels liés à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Reportage Djibril Kamara, Mangamori Kamara. Des écrans de l'opérateur, des serveurs, des écrans de replay et de la VAR ont été acheminés de Dakar pour la formation pratique. Cette formation sur la technologie VAR permettra aux arbitres guinéens de se familiariser avec les outils technologiques avancés, la communication entre l'arbitre central et ses assistants ainsi que le script, des actions douteuses ou des comportements antisportifs sont passés en revue. C'est remarquable parce que le football moderne va avec ça.
Et ça, c'est la première fois en Guinée que nous arrivons à faire ce genre de cours. Et ça améliore surtout, ça développe même le football. C'est ça que nous sollicitons effectivement auprès de la Fédération guinéenne de football. J'en suis sûr et persuadé qu'ils vont nous trouver la VAR pour diriger le championnat national, Ligue 1. Je pense qu'aujourd'hui, je peux être satisfait. Satisfait du fait que, d'abord, c'était une vision. Maintenant, ça devient une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une compétition sans VAR. Et si vous n'avez pas les arbitres certifiés VAR, vous devez oublier les compétitions de la CAF et de la FIFA. Le projet VAR en Guinée s'inscrit dans une démarche plus large de professionnalisation. Cette avancée consiste à améliorer la justice et la qualité des décisions sur le terrain. C'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, après plusieurs jours de formation intensive sur la technologie VAR. Vous venez de franchir une étape clé pour l'avenir de notre football. Grâce à votre investissement et à l'expertise des instructeurs, la Guinée se dote de compétences essentielles pour garantir des compétitions plus justes et transparentes. Cette initiative de la Fédération guinéenne de football vise à introduire l'utilisation de la VAR dans le championnat national de Ligue 1, une manière de réduire drastiquement les erreurs d'interprétation au cours des matchs de football. Et puis désolation dans le district de Toumbeta, sous-préfecture de Kamsar, où un feu de brousse a réduit en cendres une plantation de 11 hectares. Palmiers, citronniers et anacardiers, fruits de plusieurs années de travail, ont été entièrement calcinés. La cause de l'incendie reste pour l'instant inconnue. Désemparé, le propriétaire amoureux de la terre lance un appel à l'aide aux personnes de bonne volonté pour relancer sa plantation. Younous Atawel Kamara, Mohamed Mara, Bintou Touré, RTG Bouquet. Il s'agit d'une plantation d'environ 11 hectares entièrement ravagée par un feu d'origine inconnue. L'acte s'est produit le dimanche dernier dans le district de Toumbeta, sous-préfecture de Kamsar, aux environs de 14 heures. Ici, manguiers, citronniers, palmiers, anacardiers et plusieurs autres plants en production sont partis en fumée. Comme vous voyez, c'est vraiment amer. Ce qu'on a construit depuis 2000, 26 ans de dur labeur, voir ça là partir en fumée en moins de 4 heures, c'est une désolation. Là, nous demandons SOS, parce qu'il ne me reste pas beaucoup pour aller à la retraite. Je comptais beaucoup sur cette plantation pour venir ici. Dimanche 14h, Larry. C'est aux environs de 14h que j'ai entendu le bruit du feu de l'autre côté de la plantation. Et le vent était violent, j'étais seul aussi. Donc je ne pouvais pas maîtriser le feu. Aussitôt informé, une équipe de conservateurs de la nature s'est rendue sur les lieux. Après le constat sur le terrain, les agents promettent de mener des enquêtes en vue de situer la responsabilité. Le service est venu pour faire le constat. Comment mettre fin sur ça? Ce n'est pas la première fois. Et puis, un moment aussi, il a été victime de ça, 2014. On a beau faire, mais jusqu'à présent, ça n'a pas mis fin. Donc cette fois-ci, le service va se battre. En attendant d'être situé sur les circonstances et la cause réelle de cet incendie, cet autre paysan du monde rural de Kakande, Youssouf Ngaï, tend la main aux hommes de bonne volonté pour l'aider à relancer les travaux de sa plantation. À notre compatriote touché par ce sinistre et à tous ceux qui vivent de la terre, nous vous adressons des mots de réconfort et de solidarité avec l'espoir que la générosité et l'entraide permettront de redonner vie à cette exploitation, que ces moments de spiritualité renforcent en chacun de nous les valeurs de partage, de solidarité et de fraternité. C'est sur cette note d'espérance que s'achève ce journal. Avec cette conviction, la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci de votre aimable attention. Excellent suite de programme sur nos antennes et reposante nuit à toutes et à tous. À très vite. De démenti. La Direction générale des douanes constate